près de toi. Le chat de l'écrivain. Alors au début, je voulais aller dans une bibliothèque publique parce que je les aime beaucoup. Et puis finalement, j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi on ne travaillerait pas sur une question qui m'est très très difficile sur ma propre bibliothèque, qui est celle d'un désherbage, c'est-à-dire comment on peut se séparer d'un livre quand on a une situation qui devient un peu envahissante par rapport à l'espace qu'on a. Bon. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à le faire, donc je me suis dit, ben, pourquoi ne pas tenter de le faire avec la forme d'appui que vous allez être dans cette histoire. Est-ce que vous voulez qu'on... Oui, on y va, oui, courageusement. Alors, allons-y. Hop. Donc c'est là, l'objet de la chose, quoi. Donc il y a une question qui relève aussi, je pense, du lien que ces objets, livres ou pas livres, nouent avec notre propre histoire, quoi. Il y a quelque chose qui est indépendant du registre de valeur de l'objet lui-même. On n'est pas dans un registre de valeur, on est dans un registre presque de mémoire et de constitution de la personne que je suis, que c'est voilà, c'est un morceau de moi. Donc comment voulez-vous que je m'ampute d'un bout de ce truc-là, quoi. C'est pas possible. Je tombe sur un auteur dont le nom commence par C. Je pourrais empiler un peu là quand même, mais bon... Quel pourrait être un critère alors de sélection? Aucune idée. Je me dis quelquefois la vétusté. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre critère? Le fait que j'ai le sentiment qu'ils sont plus tellement indispensables, parce que le fait de les garder, je pense garder un livre, ça a deux fonctions. Une, c'est de le relire, et l'autre, ce que je fais quand même, ou bien d'aller chercher son secours quand je suis moi-même sur un texte. Parfois, j'ai besoin d'aller retrouver l'impulsion dans un autre livre, chez un autre auteur. Et souvent, c'est une aide quand même très très précieuse. J'ai la conviction absolue qu'on écrit avec les autres auteurs. Je pense que c'est impossible d'écrire seul, ça n'existe pas. Et pour moi, alors des fois, les autres auteurs, ils sont tellement intégrés, enfouis, absorbés, qu'on ne les distingue même plus. On est avec eux sans même avoir besoin de retrouver leur livre. Mais des fois, on a vraiment besoin d'aller rechercher très très précisément. Oui, alors quand les livres n'obéissent pas à ces deux critères, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, quoi. Mais comment savoir le livre dont vous n'aurez pas besoin? Mais voilà. Voilà, à la prochaine. Ça, c'est un écueil. Ça, c'est un écueil. Je ne sais pas du tout comment on peut faire. Bon. Alors on peut poser aussi la question autrement. Est-ce qu'il y aurait un vrai risque à se séparer d'un livre qui, a priori, n'a plus cette utilité ou ne sera pas relu? Oui. Quel serait le risque si vous vous en débarrassiez et que vous ne le retrouviez pas? Ah, mais c'est dramatique. Non, c'est pas ce point. Enfin, je surjoue un peu la chose. Mais c'est vrai, rechercher un livre et ne plus le trouver, c'est vraiment se demander où est passé quelqu'un auquel on était attaché finalement. Parce que c'est comment décrire ça? C'est un lien si profondément humain, un lien avec le livre, que quand on le retrouve plus, quand il disparaît, quand il a disparu, eh ben, on se retrouve dans une espèce de vide affectif, là, et c'est assez cruel. Hein. Alors, il a quand même la particularité, ce livre, de pouvoir être retrouvé. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas une Alors, attention, parce qu'il y a des livres qu'on ne peut plus retrouver. Ça pourrait être un critère, ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a aussi peut-être, vous pourriez lister les indispensables. Oui, tout à fait. Absolument, ceux qui ne pourront jamais bouger de la bibliothèque. Les fondations, voilà, les fondations. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça c'est sûr aussi, il y a quelque chose qui relève de la fondation. Là, par exemple, il y a Quignard, que je me dis, c'est pas possible qu'il y en ait autant. Mais si. Donc il y a tout cet espace-là. Et peut-être... alors lui, il a été très, très important. Je le lis un peu moins maintenant. Mais il a été un auteur... du fait de
son ancrage aussi dans le fragment, parce que moi j'ai beaucoup écrit sur les fragments, et lui, j'ose pas comparer, hein, mais c'est son travail, une partie importante de son travail, c'est de travailler sous cette forme, et du coup c'est un appui, ça a été un appui et une espèce d'autorisation à travailler avec la question du non-suivi, du non... voilà, là, je sais que là, il y aura des choses à conserver, peut-être pas tout. Il y a Colette, que j'ai adorée quand j'étais jeune lectrice, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors je sais que je vais garder fatalement toute sa correspondance, parce que j'aime beaucoup son travail de correspondance, mais là, vous voyez, je l'ai déjà finalement sous plusieurs formes. Et je me dis, c'est crétin, quoi, il faudrait enlever... Et puis en plus, ils ne sont pas tout jeunes, hein, ces livres-là. Hein, ils sont... Alors, où je me fais offrir le reste de Colette dans la Pléiade, ce n'est pas une idée bête en soi. Et je me sépare de tout ce qui est là que je retrouverai dans la Pléiade. Et en même temps, toujours une bonne raison pour ne pas acheter. En même temps, il y a dans les publications quelque chose avec leur format, la façon dont on les a abordés quand on les a lus pour la première fois, qui était une forme de la forme de la page, la Pléiade s'écrit tout petit, par exemple. Bon, ceci dit, c'est super parce qu'il y a les notes aussi, c'est vachement bien. Mais il y a un attachement aussi, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, à l'époque où on l'a lu. Et je me dis, me séparer de ça, c'est prendre un risque avec une forme de mémoire. Mais bon, il faudra le faire, quoi. C'est Marie Cosnay en cohérence ou Colette. On pourra pas faire autrement, quoi. Donc, Et dans les C, qui d'autres? Alors dans l'essai, il y a toute cette partie-là. Il y a Hélène Cixous que j'aime beaucoup. Alors ça, je vais sûrement pas me séparer d'Hélène Cixous. Alors par exemple, peut-être quand même que je pourrais me séparer de Francis Carco. Je pense qu'il y a un moyen de le retrouver en bibliothèque. Bon, allez. Non, mais attendez, 3 d'un coup. Merci d'être venu. Hein. 3 d'un coup. La rue, l'équipe et Jésus Lacaille. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça, c'est pareil, c'est des lectures. Mais vous voyez, regardez, ils sont quand même très... ça, je ne sais pas même si quelqu'un les prendrait, quoi, parce que c'est un peu abîmé quand même, ça. Enfin, bon. Ça, dans une boîte à livres. Ça va être boîte à livres de l'immeuble, là, oui, je pense. Oui. Là, alors, ça, c'est... Comment elle s'appelle? Sophical. Ça, Sophical, non, on peut pas se séparer de Sophical. Impossible. Nicole Caligaris, ah non, ça, on ne touche pas. On ne touche pas. Non. Celui-là, c'était un de ceux, c'est des livres des années 70, 75. Et celui-là, je ne veux pas m'en séparer parce que je trouve que c'est les premières fois où les femmes se sont attaquées par la littérature à la question des violences qui leur sont faites. Des violences qui sont compliquées d'ailleurs parce qu'elles touchent l'érotisme, la question du désir, tout sujet qui sont vraiment extrêmement difficiles à traiter, surtout à une époque où la libération sexuelle était quelque chose qui était complètement... qui n'était vu que sous l'angle de la libération, ce qui était une bonne chose, mais de la libération des hommes, oui. Massivement. Et comme c'était aussi en plus un principe révolutionnaire, les femmes se sont glissées là-dedans sans opposer rien, puisqu'il s'agissait de libération. Bon, Colette, on a dit que ça, je faisais ça. Vous attendiez d'abord le cadeau de la Pléiade. Voilà, j'attends le cadeau de la Pléiade. Peut-être mon anniversaire qui est en juin. Voilà. Les poches, on peut les enlever, ça. Les poches, on peut les enlever. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Hein. Et ça, c'est quoi, ça? Ah non, ça n'a rien à voir, c'est un relevé bancaire. Vous voyez comment sont les choses chez moi. Hein. Voilà, et j'avais mis... Voilà, mais vous vous rendez compte? C'est magnifique. Donc ça, je peux peut-être enlever. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas dans Écrire la vie. Oui, les poches, oui, je les retrouve partout. Première librairie en bas de chez vous. Voilà, absolument. Non, mais vous avez vu ça? On va regarder. Regardez, franchement,
J'aurais pas imaginé qu'on puisse avoir un résultat de cette envergure. Hein. Non mais il y a des trous maintenant. C'est formidable. C'est formidable, donc il le sème. Enfin bon. Alors ça me paraît très ancien aussi. C'est quoi ça? Flaubert. Je pense que Flaubert, c'est pas que j'aime pas Flaubert, mais je pense que n'importe quelle bibliothèque me donnera. Quoique Madame Bovary, c'est bien de l'avoir. C'est bien de l'avoir. Ouais. C'est bien de l'avoir. Madame Bovary, c'est quand même pas. Alors regardez la tête des genêts, si j'ose dire. Ils ont 1000 ans. Mais ça, je ne vais pas m'en séparer. Hein. Les paravents, les œuvres, c'est complètement... C'est très, très très vieux. Je pense que c'est édité d'une autre façon, mais comme ça, c'est beau comme ça, quoi. Non, pas de lettre. Une enveloppe seulement. Ah, si, une lettre. Une petite carte. Et je ne sais plus de qui c'est. Mon Dieu, qui est-ce? J'ai du mal à lire. C'est pas signé. Jean Giono. Alors oui, ça, j'aimerais beaucoup. Alors j'ai ces œuvres romanesques, mais j'ai relu, il n'y a pas très très longtemps, justement, une nouvelle de Giono. Et ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas ouvert Giono. Et c'était extraordinaire. Vraiment une nouvelle où il raconte que il se promène dans ces collines et il trouve la femelle du lièvre, je crois qu'on dit une hase, qui est blessée au sol. Il y a une corneille qui est en train de l'éventrer. Et cette bête venait juste de mettre bas ses petits. Et elle a été attaquée par une corneille. Les petits sont complètement démembrés. Et elle est très grièvement blessée. Elle va probablement mourir. Et Giono s'arrête à côté d'elle, et pour lui montrer sa compassion, il met la main sur l'épaule, elle crie, c'est comme ça qu'il la repère, elle crie. Il met la main sur l'épaule, elle arrête de crier, jusqu'au moment où il comprend que si elle arrête de crier, c'est pas parce qu'elle est soulagée, c'est parce qu'elle a peur de lui. Donc il enlève sa main et il la laisse mourir seule. Et je trouve que c'est un texte... Vous savez, Giono, il percera. C'est idiot de faire des découvertes a posteriori comme ça, d'un auteur illustrissime. Mais je pense que je vais me rééquiper de tout le reste de Giono parce que c'est magnifique. Alors là, il y a des auteurs insupportables, impossibles, parce qu'ils sont des gens de droite ou de l'extrême droite ou je ne sais pas quoi, comme par exemple Jean Hougron, qui a écrit La nuit indo-chinoise. C'est un livre, enfin c'est la nostalgie du vieux colonial qui regrette tellement que la France ait perdu ses colonies. Enfin bon, mais je l'ai gardé parce que je l'ai acheté en revenant du Cambodge où j'avais tellement de manque de ce pays. Et je retrouvais effectivement dans ces descriptions des choses de cet endroit et j'ai jamais voulu m'en séparer à cause de ça. Qu'est-ce que nous avons aussi? Ah, un homme qui est digne d'être une femme. Ismaël Joud, Grief. C'est superbe. Vraiment, vraiment, il faut lire ça. D'une écriture, en même temps, il a une façon d'employer le féminin qui est magnifique. C'est un féminin des temps archaïques, parce qu'il en fait un petit personnage qui a un langage particulier. C'est une merveille. Pierre-Sébastien Eudot, Nos plaisirs. En plus, c'est magnifiquement protégé. Je me souviens pas. Mais c'était, oui, je pense que c'était aussi ces textes qui sont parus aux côtés des textes avec la littérature homosexuelle aussi des années 80. Et pour ça, je trouve que c'est important de le garder. C'est une époque. Ah oui, parce que je l'ai mis, parce que j'ai un rayon aussi qui s'appelle les terres neuves, c'est-à-dire les livres dont je dis pompeusement qu'ils m'ont sauvé la vie, mais c'est des livres auxquels je suis extrêmement attachée,
donc que j'ai isolé dans un rayon spécial. Ce qui n'est pas très bien non plus, parce que des fois je les cherche là, et je dis ça y est, il a disparu, et je me souviens plus que je l'ai mis de l'autre côté. Mais bon, j'arrive toujours à les retrouver. Mais c'est bien de les avoir là, ce petit cheptel fondamental. C'est presque de l'ordre des dieux lards, de la lecture, quelque chose qui va veiller sur moi et que j'ai mis dans ma chambre d'ailleurs, voilà. Et j'ai pas envie de les montrer d'ailleurs. Je pense que j'ai pas envie de les montrer, pas parce qu'ils sont montrables, il n'y a rien de particulièrement extraordinaire dans cette collection-là, mais par contre, j'ai pas envie de les montrer parce que je voudrais pas que quelqu'un me dise « Ah ça, ils peuvent pas être critiqués ». Donc pour les mettre à l'abri de la critique, je les montre pas. Vous voulez encore un peu de thé ? Non, ça va. Ça va ? Ouais. Alors, attendez, un roi sans divertissement, on refout sur la pile, là. Il faudrait peut-être la sortir, cette pile, et là, pour la montrer dans toute sa complétude. On la met par terre. Alors, en ne faisant pas tout tomber, de préférence. Voilà, on va mettre le résultat. Oh, c'est fabuleux. Vous revenez quand vous voulez, hein. Vraiment. Hop, regardez-moi ça. Oui, ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup, hein. J'imaginais pas arriver à une chose pareille. Magique.